Bonjour à tous, vous écoutez l'entretien de la revue Militant, l'entretien du mois d'avril, et nous avons choisi comme dossier aujourd'hui celui sur la woke culture, qui était un dossier de Militant du mois de février. Je suis en présence donc de André Grandillon, le rédacteur en chef. Bonjour Florian. Et donc nous allons traiter de ce sujet-là, et pour commencer, on pourrait parler de ce qui a mis un coup d'accélérateur donc à ce phénomène, ça a été la mort de George Floyd aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Oui. Il s'est passé une chose, c'est que ce fameux George Floyd, qui était un personnage repris de justice, Oui, un roublard. un roublard, quelqu'un qui soi-disant s'était reconverti dans le rap ou je ne sais trop quoi, enfin de toutes ces pseudo-musiques, et qui en même temps était quelqu'un dont la santé était très abîmée par la drogue, s'est retrouvé mort par étouffement à la suite d'une manifestation où un policier lui a mis son genou sur la poitrine et l'aurait étouffé. Alors effectivement, bon, nous-mêmes, nous n'aimons pas trop ces procédés lorsqu'ils nous sont appliqués. Mais il faut dire que accuser le policier d'avoir causé sa mort est faux dans la mesure où il est mort des suites de ses propres faiblesses physiologiques dues à la vie un peu dissolue qu'il avait eue. Enfin bon, paix à son âme. Mais le problème, c'est que les milieux anti-occidentaux, anti-blancs, ont tout de suite utilisé ce triste événement pour s'en prendre à la suprématie blanche, à la culture blanche, à une époque où, il faut le rappeler, Donald Trump était président des États-Unis et que Donald Trump, en campagne pour sa réélection, faisait l'objet de toutes les colères de tout le monde. De médias. Des médias. D'ailleurs. C'était fin mai 2020. 2020. Oui. Donc oui, c'était ça, bien. Voilà. Campagne. Donc il faut se replacer dans ce contexte où pour l'établissement mondialiste, Trump n'aurait jamais dû accéder à la présidence. Pendant 4 ans, ils n'ont cessé de le pourrir, oui. De le pourrir, de lui mettre des bâtons dans les roues. Autant aujourd'hui, Biden, il fait tout bien, autant Trump, il faisait tout mal. Bon. Et quand il faisait à peu près la même chose, ce qui est rare sur des sujets secondaires, des fois, là par contre, c'est bien. Voilà, oui. Depuis que c'est Biden, oui, c'est voilà. Voilà, non. Bon. Et il faut replacer ça dans une offensive généralisée de destruction du monde occidental ou de ce qu'il en reste, et de combattre l'homme blanc, de rabaisser l'homme blanc, et en quelque sorte finalement de parachever ce qui a été entrepris depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire la destruction de la civilisation blanche, chrétienne et européenne, oui, et avec son extension américaine. Ça se mêle avec le mouvement Black Lives Matter, c'est tout ça. Voilà. Qui est un mouvement d'ailleurs assez extrême gauche bourgeoise. Il y a pas mal de blancs et de juifs qui sont à l'initiative. Et pas seulement en fait les noirs d'eux-mêmes. Non. Ce sont des mouvements qui partent d'abord des blancs et qui ensuite instrumentalisent les noirs, qui l'utilisent en pensant prendre leur revanche sur le colonialisme, sur l'esclavagisme, voilà. Etc. Et oui, du coup, ils ont ça, c'est un peu pour l'aspect combatif d'ailleurs, c'est militant, parce qu'il y a les aspects structurels du mondialisme, et là c'est un peu la version anti-gilet jaune presque, enfin façon de parler, quoi, et à vocation mondiale. Donc aux États-Unis, je pense que le wokisme, woke culture, cancel culture, tout ça c'est un même voilà, chose. Tout ça, c'est plus développé, mais par contre c'est pour tout l'Occident. C'est pour tout l'Occident. De toute façon, le système de woke culture dont nous avons parlé, expliqué ce que ce mot-là revêt comme contenu. Comme concept, oui. S'il mérite ce mot, mais... Oui. Tout ça, ça participe de cette offensive menée depuis plusieurs décennies contre le monde blanc. Le monde à détruire, le monde à abattre, c'est le monde blanc, le monde chrétien, le monde européen. Voilà. Oui, en un seul mot, oui. Et puis en plus,
on a l'impression que c'est un peu la suite, si on donne un exemple en France, la politique de la LICRA. La politique de la LICRA, bah oui. C'est un peu l'antiracisme, mais bout du bout, qui va carrément mais cibler l'homme blanc. Quoi. Voilà, bon, et qui participe avec des sous-bassements philosophiques dont nous allons sûrement parler. C'est la question de la philosophie, ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory, mais qui en réalité est une théorie de destruction de toutes les bases de notre civilisation, que l'on appelle la philosophie de la déconstruction, qui a été mise en place par des gens comme Jacques Derrida, Michel Foucault, Bourdieu, Gilles Deleuze. C'est ça. Oui, c'est amusant qu'eux ils interprètent ça comme un truc français, quoi, voilà. French Theory. Oui, parce que la promotion a été faite aux États-Unis, mais malheureusement, nous ne devons pas nous enorgueillir que ce soit sorti de nos universités. Voilà. Oui, ça part un peu de là, en fait. Voilà. Et puis après, ça se mêle avec tout le freudo-marxisme. Donc aux États-Unis, ils ont quand même leur mouvement de Herbert Marcuse et tout ça. Herbert Marcuse, qui a été à l'origine de tout le mouvement de mai 68, enfin disons le substrat philosophique qui a soutenu mai 68 avec son livre L'homme unidimensionnel. Alors, curieusement, tous ces gens-là sortent de la même communauté, mais bon, c'est peut-être qu'il y a une coïncidence. Il y a un élément, il y a une coïncidence. Voilà. Et donc ils prétendent combattre contre toutes les inégalités, toute discrimination, ça peut être le sexisme, le racisme, tout ça. Et finalement, au nom de ça, on agit un peu comme un tank qui détruit tout sur son passage. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce mouvement de la cancel culture, finalement, rétablit en un sens, réhabilite la notion de race, la notion de racisme, alors que tout est fait du côté blanc, si l'on peut dire, pour dire que ça n'existe pas. Pour dire que les races n'existent pas. C'est vrai, oui, il y a un paradoxe. C'est quelque chose d'assez étonnant. Les races n'existent pas, mais les racistes, oui. Bien vu, Jean. Mais vous avez, oui, je salue la présence de Jean Lamour qui a la caméra. Ouais, cette fois-ci, là, je pouvais pas m'empêcher d'intervenir. Qui fait la régie pour aujourd'hui. Qui fait la régie pour eux, voilà. Et vous avez des gens ici comme un certain Abraham Kindi, qui a écrit un livre comment on est antiraciste. Alors, c'est un certain Ibrahim Zolani Kindi. En fait, son nom à l'état civil, c'est Ibrahim Henry Rogers. Mais ça fait beaucoup mieux de prendre des noms référence à des musulmans comme Al-Kindi, qui était un philosophe musulman. Et dans son livre, il explique que justement, il y a une guerre raciale entre, en gros, l'ensemble de la planète contre les Blancs, ou des Blancs contre l'ensemble de la planète, puisque finalement, les seuls racistes du monde, ce sont les Blancs. Il y a un côté Mein Kampf à l'envers. Voilà. Et alors, il explique une chose, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il nous déclare la guerre en disant que la guerre raciale n'admet ni parti neutre, ni cessez-le-feu. Oui, donc c'est total, c'est la guerre à mort. C'est la totale crise. C'est la guerre à mort. Et sa vision manichéenne des choses s'étend à la politique. Il dit chaque politique de chaque institution, de chaque communauté, de chaque nation produit ou entretient soit l'iniquité raciale, soit l'équité. Alors il faut comprendre une chose, c'est que l'iniquité raciale, c'est simplement la politique raciste. Et l'équité, c'est la politique antiraciste. Mais seulement, dans cette affaire-là, il faut bien voir que seuls les Blancs promeuvent l'iniquité raciale. Et donc, à partir de cette pétition de principe, tous les autres peuples sont fondés à combattre le Blanc qui, par nature, est raciste. C'est-à-dire que oui, même si on est de gauche, entre guillemets, en fait, c'est pas suffisant. Il y aura toujours un sorte de reste génétique qui fait qu'on va les détruire. Mais c'est comme ça, en fait, excusez-moi de vous couper encore, que c'est avec cette histoire de l'UNEF. Oui, en France, avec cette histoire de l'UNEF où en fait les étudiants blancs en fait qui ont réussi à se caser en fait dans des syndicats d'étudiants qui sont blancs acceptent ces conditions terribles de réunion à huis clos parce que le thème du racisme n'intéresse pas, enfin
ne les concerne pas. Ils n'ont pas le droit d'entrer, tout simplement. Et justement, ce courant, finalement, réhabilite, quand on lit bien les textes, réhabilite le déterminisme ethnique. Oui, c'est ça, ils disent le combattre et finalement ils le réhabilitent. Ils réhabilitent le déterminisme ethnique. Autrement dit, ils sont les seuls à pouvoir affirmer leur race, le génie de leur race, si l'on peut dire, et nous n'avons rien à dire. Et face à cela, nous n'avons aucune obligation de nous taire, de nous battre notre coulpe. Non, nous devons nous affirmer comme blancs, comme Européens, comme chrétiens, être fiers de notre civilisation, être fiers de tout ce que nous avons fait. Alors évidemment, dans toute chose, il y a des aspects plus ou moins sombres, mais ça c'est le monde est imparfait depuis le péché originel. Et quand on regarde globalement ce que l'homme blanc a fait à travers le monde, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Que ça plaise ou non, il a quand même sorti plein de peuples de la misère et de la primitivité. Si l'homme blanc n'était pas venu, il n'y aurait pas plusieurs milliards d'Africains, mais il serait toujours 300-400 millions à se battre entre les fièvres et les maladies. La science n'aurait pas évolué, car la science, elle a stagné pendant des millénaires, et c'est grâce au monde blanc de civilisation gréco-romaine et christianisée qu'on est sorti de la stagnation en 2-3 siècles et qu'on a réussi à inventer toutes les techniques dont nous disposons aujourd'hui. Donc l'homme blanc doit s'affirmer non seulement comme fier de son histoire, mais comme l'élément moteur de l'humanité. Et j'ose affirmer aujourd'hui que si l'homme blanc disparaissait, l'humanité retomberait dans la ruine. Parce que sans l'homme blanc, l'humanité perd son fer de lance et risque de retourner à la barbarie dans laquelle l'homme blanc l'a sorti. Alors aujourd'hui, l'homme blanc, effectivement, pourquoi est-il décadent? Tout simplement parce qu'il a perdu ses repères, il a perdu ses racines spirituelles, c'est la crise spirituelle qui fait que l'homme blanc aujourd'hui est en crise. Alors c'est un énorme problème. Mais, et ça explique pourquoi d'ailleurs ce genre de courant qui prend place. Et ce qui explique que ce genre de courant existe aujourd'hui. Comme aujourd'hui, je fais un tout petit parallèle, mais qui a un rapport extrêmement important. C'est que depuis Pasteur, on nous dit toujours que le microbe attaque l'homme, attaque l'homme, attaque l'homme. Et vous aviez Deschamps, qui était un de ses confrères, mais qui ne partageait pas la même idée, disait non. D'abord, c'est le terrain qui est tout, et c'est seulement les maladies qui se génèrent, et l'extérieur qui attaque l'homme, le corps humain, parce que le corps humain est déjà malade. Voilà. Le terrain est tout, le microbe n'est rien. D'ailleurs, même sur son lit de mort, il paraît que Pasteur l'a reconnu. Donc, ce qui explique aujourd'hui que même toutes les techniques vaccinales que nous avons sont extrêmement mauvaises. À mon avis, et c'est sûr, aujourd'hui, il faut d'abord rétablir une bonne nourriture, rétablir une bonne santé mentale chez les gens, et beaucoup de choses iront mieux. Je sais que c'est un discours qui est très minoritaire, qui paraît pour certains totalement anti-scientifique, mais c'est la réalité des choses. L'homme aujourd'hui, et même ce sont les hindous qui le reconnaissent, l'homme est surtout affaibli par une nourriture de mauvaise qualité, par une spiritualité faible, et non pas par des maladies qui l'attaquent. On résisterait déjà mieux, oui, même avec la pratique sportive, comme vous dites, hygiène de vie. Une bonne hygiène, voilà. Et une bonne hygiène spirituelle, une bonne hygiène de vie. Et alors, pas avoir peur aussi, puisque même la peur fragilise le système immunitaire. Exactement. Voilà. Et la peur, aujourd'hui, on peut en parler, puisque bon nombre de nos concitoyens... l'ont au ventre. L'ont au ventre, moi, c'est ce qui me sidère totalement, d'ailleurs. De voir que les gens ont peur de mourir, ont peur de... Même à la limite, ont peur de vivre. Ils préfèrent refuser de vivre par peur de mourir. Enfin, c'est monde à l'envers. Mais enfin bon, nous nous écartons pas trop du sujet dont... Oui, parce qu'il y a un autre élément donc, dans le dossier que vous avez fait, d'ailleurs vous commencez un peu par là, de dire c'est un peu un protestantisme sans Dieu, le problème, puisque bon, comme ça part des États-Unis, on a une chute de la pratique protestante. Et après, religieuse, oui, en général. Oui, la pratique religieuse en général, et finalement de là est né un petit peu des... Oui. Alors vous faites allusion
à la thèse de l'universitaire américain Joseph Bottom, qui a écrit un livre, Une rage anxieuse, l'éthique post-protestante et l'esprit de l'Amérique, paru en 2014, et qui aide à comprendre le délire idéologique dans lequel nous sommes actuellement. Bottom établit un lien entre ce que nous appellerons le wokisme, donc le wokisme qui vient d'une étymologie qui veut dire se réveiller, woke. La culture de l'éveil. La culture de l'éveil, la culture de l'éveil. Alors la culture de l'éveil, pour le... Ne nous trompons pas. Oui, là c'est la conscience que les blancs sont méchants. Voilà, voilà. La culture de l'éveil pour le noir, c'est prendre conscience que les blancs sont méchants. Pour la culture du blanc, c'est lui de prendre conscience qu'il est mauvais. Hein. Oui. C'est ça. Bon, mais bref, il explique que, en lieu et place des protestants qui ont perdu la foi, se sont développés ce qu'il appelle des post-protestants, c'est-à-dire des nouveaux puritains qui ont perdu la foi en Dieu, mais qui gardent tous les éléments du puritanisme protestant. Autrement dit, c'est la religion de la justice sociale, c'est la religion de l'antiracisme, la religion de l'homme blanc qui est mauvais, et avec à la place de Dieu, si l'on peut dire, c'est la divinité, c'est l'antiracisme, et c'est tout ce qui n'est pas blanc et européen. Voilà. Et il explique ce genre de choses. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte de l'effet extrêmement grave de la déchristianisation aux États-Unis. Dans les années 60, 50% des Américains appartenaient à une des 8 églises protestantes dominantes. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4%. Vous voyez un peu. En 2019, 25% des Américains se déclaraient sans religion, ils n'étaient que 2% en 1960. En 50 ans, en 60 ans. Donc, mais seulement, donc, en gros, c'est comme si en se retirant d'un lac, l'eau asséchait le sol, mais laissait les traces de son passage, et ici les traces de son passage, c'est le puritanisme protestant. C'est-à-dire qu'on a vidé tout de son esprit, mais on a gardé la matière et des restes. En quelque sorte. Et du coup, là, il y a une sorte de la culture de la rémission des péchés, mais ça serait en fait le blanc qui s'excuse d'être blanc. En gros, voilà... comment on peut dire, la suppression du mal qui existe, la rédemption, puisqu'il n'y a plus de Christ qui est mort pour les péchés de l'homme sur la croix, la rédemption, c'est de mettre à mort l'homme blanc. Quoi. Ou que l'homme blanc, au moins, reconnaisse que véritablement, c'est le vers le plus misérable de tout ce que la création a pu faire. Quoi. Et là, du coup, ça donne un côté camp de rééducation soviétique pour les Blancs. Effectivement, ça donne... Mais vous avez ce genre de système de rééducation dans les universités américaines. Oui, déjà. Oui. Dans les universités américaines. Vous avez l'université d'Evergreen qui remet des professeurs en rééducation. Et alors, il s'est trouvé qu'il y avait un professeur américain qui avait refusé de battre sa coulpe. Eh bien, le pauvre homme, il est agonie par tout le monde. Et alors, le fait remarquable, c'est que ce monsieur est un juif. Oui, ça lui est tombé. Il a été identifié malgré tout comme mâle blanc, en fait. Oui, il a été identifié, oui, comme mâle blanc. Voilà. Et alors, il y a de véritables séances d'autocritique où le blanc doit déclarer, reconnaître ses privilèges, alors de blanc, de mâle, de validiste. C'est un nouveau concept qui veut dire qu'on n'est pas handicapé. Enfin, voilà. Ah oui, parce qu'il y a des mâles blancs handicapés qui pourraient doivent un peu moins s'excuser. Voilà. Ils échappent moyennement. Et c'est assez terrible. Et alors, il faut éviter de ce qu'on appelle mégenrer les personnes. C'est-à-dire que vous ne devez ni être
ne pas attaquer les gens, leur dire qu'ils sont hommes, qu'ils sont femmes. Faut leur demander, oui, si ils sont d'un 3e genre, voire d'un 10e, 20e, comme il y en a 60. Non, mais c'est quelque chose d'affolant. Oui, on a l'impression de voir un peu l'image d'un champignon pourri dans les arbres, quoi, qui finalement prend et s'arrête plus. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a peu de gens qui réagissent contre ce mouvement, même dans les milieux de droite nationale, je veux dire, au sens large. On dirait que le sujet est assez méconnu, alors que c'est très répandu. Parce qu'on prend ça aussi comme une débilité mentale. Comme une débilité, oui. Sauf que c'est une débilité mentale, mais c'est une débilité mentale qui devient quasiment une vérité philosophique, une vérité de pensée. Oui, c'est ça, et qui prend pied même dans les universités françaises. Et qui prend pied dans les universités françaises, oui. Et il y a là-dedans un autre concept, un mot qui risque de prendre de l'ampleur dans les mois, les années qui viennent, c'est le concept d'intersectionnalité. Oui, on entend parler à l'extrême gauche dans les partis politiques en France de ça. L'intersectionnalité, ça a été lancé par une universitaire afro-féministe américaine, Kimberly William Crenshaw, en 89. Qui, à l'époque, parlait de l'intersection entre racisme et sexisme. Donc vous voyez le problème, la conjugaison du racisme et du sexisme. Vous êtes une femme noire, vous avez tout le monde contre vous, donc effectivement, vous êtes la plus grosse victime, il faut... Et d'ailleurs, plus la peau est foncée, et plus il y a un taux de discrimination qui est haut. Je me souviens d'une université américaine où c'était genre 2 enseignantes, une latina et une noire, et la latina s'excusait presque à moitié en disant le prof à côté, c'est encore pire. Je m'excuse d'être pas assez noir. Oui, ça va vraiment très loin. Et d'ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette notion d'intersectionnalité, qui à l'origine était limitée à la race et au sexe, aujourd'hui s'étend à tous les domaines. Oui. Ça s'étend à toutes les formes de discrimination. Donc sexuelle, donc religieuse. Voilà, oui. Et toutes les formes de discrimination, vous pouvez en inventer à l'infini. C'est pour ça qu'ils font le tri dans les dessins animés, même de l'enfance, Tintin, Schtroumpf et tout ça, parce qu'ils vont trouver des petits éléments. Et j'ai même vu une université française qui hésitait à enseigner Dante. Et pour quelle raison, dans le journal il le donnait, il disait il dépeint Mahomet en enfer dans la Divine Comédie. Donc voilà, en fait, on évacue tout. Voilà, oui. Il n'y a plus de littérature, il n'y a plus rien. Et là, il faudrait peut-être en venir à cette philosophie, de la déconstruction. Oui, donc là c'est la French Theory, du coup. Oui, c'est la fameuse French Theory. Parce que, cette fameuse French Theory, il faut la voir comme l'aboutissement d'un processus de destruction de l'intelligence européenne commencé il y a plusieurs siècles, et notamment à l'époque des Lumières, quand on a détruit la vision de l'ordre naturel pour le transformer en ordre anthropocentré, c'est-à-dire où l'homme est au centre du monde et uniquement guidé par sa raison. Autrement dit, on a évacué Dieu pour le remplacer par la raison déifiée. Et de fil en aiguille, progressivement, nous en arrivons à un système de pensée qui en vient, disons, à vouloir détruire tout ce qui est construit, à vouloir détruire tout ce qui est stable, tout ce qui existe. L'ordo, ça chaos, quelque part. Comment ? C'est l'ordo, ça chaos, quelque part. Le chaos par l'ordre ou l'ordre par le chaos. Mais là, c'est même encore plus profond, là. Là, c'est même encore plus profond parce qu'il n'y a jamais d'ordre stable qui puisse exister. Il n'y a jamais d'ordre stable. Alors, parmi les personnages... Oui, il n'y a rien d'organique. Dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, alors vous avez des gens, j'ai parlé de Deleuze, Bourdieu, on les a cités plutôt, mais il y a un personnage extrêmement important là-dedans, c'est Jacques Derrida. Alors Jacques Derrida, qui est issu d'une famille juive d'Algérie, a développé ce concept, et il se passe, comme le dit le philosophe Pierre Magnard, dans le dernier livre qu'il a publié, Penser, c'est rendre grâce, que
tout se passe comme si Jacques Derrida avait un compte à régler avec la civilisation occidentale. Alors, je cite le passage du livre de Pierre Maillard, qui a bien connu Derrida, puisqu'ils étaient condisciples en Cagne et puis à Normal Sup. Alors, ce livre, c'est Penser, rendre grâce, édition de Centurion, c'est paru cette année. Il dit Jacques Derrida, il le ressent comme, je cite, l'homme du ressentiment, exclusivement soucieux de détruire ce qu'il ne pouvait pas s'approprier, et dont l'intelligence extrêmement vive et subtile était mise au service, non pas de l'appropriation de l'héritage européen, mais de sa remise en cause. Mal à l'aise dans une tradition gréco-latine, mal à l'aise vis-à-vis du patronage d'Homère et de Virgile, ce n'était pas son monde. Les Européens qui seront encore un peu traditionnels, oui, devraient arriver le coup. Donc voilà. En gros, c'est tout un autre système de pensée. C'est le système propre à la pensée juive qui remet tout en cause, qui rediscute tout de A à Z. Le pile-poule, qui est appliqué à la philosophie, si l'on peut dire. Alors, Derrida, au début, il a commencé par faire une analyse de déconstruction des textes. C'était d'abord une étude critique des textes. Alors, quand on parle de critique, il n'est pas le premier. Le premier qui a lancé une étude critique des choses, c'est Karl Marx. Karl Marx a été le premier à dire qu'il fallait tout critiquer, qu'il fallait tout remettre à la base. Il disait que la philosophie... Marx dit dans ses thèses sur Feuerbach de 1845, c'est donc au début de la carrière de Marx, il dit que la philosophie était dépassée et que c'était à la critique de prendre la relève. Et la critique, c'est donc la remise en cause de tout. Et voilà. Et Marx disait que jusqu'à présent, la philosophie n'avait fait qu'interpréter le monde de différentes manières, et que maintenant, il s'agissait de le transformer. Alors Marx, à l'époque, s'était uniquement arrêté à la transformation des modes de production, de l'ordre de la société. Maintenant, avec la déconstruction, il s'agit de transformer l'ordre du réel pour détruire finalement cette vision naturelle du réel que nous avons. Ouais, c'est déjà un peu même transhumaniste dans la mentalité, en Mais fait. le transhumanisme en procède après. Le transhumanisme en procède. Et alors Derrida, dans ses textes, n'arrête pas de décortiquer, de décrypter les non-dits, les refoulements réels ou supposés que l'on peut décrypter, déceler dans les textes à travers les non-dits. Vous savez, on peut faire énormément de choses. Oui. Et il arrive à leur trouver à la fin une signification à ces textes tout autre que celle qu'ils veulent dire. Voilà. Et alors, Derrida disait dans un de ses écrits, un texte n'est un texte que s'il cache au premier regard, au premier venu, la loi de sa composition et la règle de son jeu. Un texte reste d'ailleurs toujours imperceptible. Autrement dit, vous n'avez plus de fondement en rien. Rien n'est stable, rien n'existe, tout est relatif. Tout est relatif. Et quand vous prenez des textes de Derrida, alors là, on peut dire c'est appliqué uniquement au domaine de la littérature. Donc, à la limite, on peut discuter, ce sont des joutes intellectuelles, mais la seule chose, c'est que si vous l'appliquez à la littérature, vous pouvez l'appliquer à tous les autres domaines de l'existence. Et là est née la cancel culture. Quoi. Et alors, vous avez un autre texte de Derrida, paru dans un livre qui s'intitule Point de suspension. Il explique « La déconstruction ne devrait pas être seulement une analyse des discours, des énoncés philosophiques ou des concepts, d'une sémantique. Elle doit s'en prendre, si elle est conséquente, aux institutions, aux structures sociales et politiques, aux traditions les plus dures. Et de ce point de vue-là, comme aucune décision architecturale n'est possible, qui n'implique une politique, une mise en jeu d'investissements économiques, techniques, culturels et autres, une déconstruction effective, disons radicale, doit passer par l'architecture. Alors l'architecture, c'est pas simplement, c'est pas détruire des bâtiments. L'architecture, c'est
dans architecture, en grec, vous avez arché, la notion de principe, de commencement, de fondement. Donc, il s'agit d'une destruction radicale à la racine, radicale, radix, racine. Vous devez une destruction à la racine de tout ce qui peut créer une stabilité. Ah, toute structure doit sauter. Toute structure doit sauter. Et pour continuer, pour compléter, les attaques de Derrida qui complètent ce dont je parlais à propos de la citation de Pierre Maillard, il écrit dans un autre ouvrage de 1972, Marche de la philosophie, que la métaphysique est comme la mythologie blanche qui rassemble et réfléchit la culture de l'Occident. L'homme blanc prend sa propre mythologie indo-européenne, son logos, c'est-à-dire le mythe et son idiome, pour la forme universelle de ce qu'il doit pouvoir encore, de ce qu'il doit vouloir, donc vouloir, c'est appeler encore la raison, ce qui ne va pas sans guerre. Autrement dit, la guerre que Derrida a déclarée, il l'a déclarée simplement à la civilisation européenne et chrétienne. C'est bien ciblé. C'est bien ciblé. Et en s'attaquant à la métaphysique, il sait parfaitement qu'il s'attaque à notre civilisation. Voilà. Et c'est le mot d'ordre, la déconstruction, donc, qui a développé toute cette cancel culture, tout ce que l'on voit aujourd'hui, la destruction qui se décline en vouloir détruire les statuts de Colbert, les statuts de Churchill, et la remise en cause de toute notre histoire, trouve sa matrice dans ce système de pensée. Le déboulonnage de statuts. Le déboulonnage de statuts. Aux États-Unis, en France, on l'a vu. Voilà. Alors, par exemple, Derrida s'en prend au principe d'identité. Alors bon, je vais pas m'étendre dans les questions de philosophie, mais il s'en prend au principe d'identité, quand même, un des fondements de la métaphysique, qui se construit autour de polarités comme visible, invisible, sensible, intelligible. Et lorsque vous avez ce système de polarité, ça induit toujours une hiérarchie. Dans la pensée grecque traditionnelle, l'intelligible est toujours supérieur au sensible, puisqu'il permet de décrypter ce sensible et puis de construire un ordre de connaissances. À partir du moment où vous avez une pensée déconstructiviste et que vous dites, ben non, c'est le sensible qui domine, bien, à ce moment-là, vous ne pouvez plus rien construire de solide. Et c'est pour ça que vous avez des gens comme Deleuze qui ont créé ce qu'on appelle un empirisme transcendantal. Tout est empirique, tout est relatif. Tout est relatif. Mais alors, ça va encore plus loin que ça. Là, nous en sommes encore à vouloir inverser une polarité, à vouloir déconstruire une polarité. Le fin du fin est de nier toute possibilité de polarité. Et alors, si vous niez l'existence de polarité, vous vous libérez de toutes les catégories de pensée possibles. Mais vous vous en libérez non, en établissant à ce moment-là ce qu'on appelle un élément neutre. Là, pour le coup, ils veulent détruire tout déterminisme. Voilà. Et c'est neutre. Il y a, par exemple, dans le masculin ou le féminin, ça n'existe pas. Il y a le neutre. Qu'on retrouve, vous voyez, dans... Bon, c'est pour bien comprendre ce qui se passe actuellement. Quand on fait un compte Facebook, à l'heure actuelle, il y a masculin, féminin et neutre, d'ailleurs. Voilà. Dans les sexes. Mais justement, mais le mieux, c'est que ce neutre, on pourrait le définir comme et une chose et une autre. Donc quelque chose de positif, là. Non, le neutre est défini comme ni ceci, ni cela. Donc, c'est une négation. C'est une négation totale, et on tombe dans les fondements, dans l'infini abyssal. Oui. Dans le trou noir. Le champignon pourri. L'acide. Exactement. Donc, autrement dit, dans ce cas-là, on le disait tout à l'heure, nous voilà dans le transgenre et le transhumanisme. Oui, ça le prépare bien comme il faut. Et ça se nourrit de plusieurs courants, il y a aussi le freudo-marxisme. Il y a le freudo-marxisme. Alors le freudo-marxisme, là c'est autre chose, c'est lié à une vision économique des choses. En gros, comme on pourrait dire, la société telle qu'elle existe aujourd'hui, enfin telle qu'elle existait traditionnellement, on vient à vouloir réprimer toutes les pulsions des gens, même les plus déréglés. Donc, aujourd'hui, il faut en permanence se faire violence
pour contrôler ses propres pulsions qui sont naturelles, pour essayer de vivre dans le cadre d'un ordre donné. L'ordre de la société, telle qu'elle existait, là c'est ces hypocrisies, comme on dit, de la société bourgeoise, je veux dire, mais qui a hérité de la société traditionnelle, en un sens. Eh bien, le freudo-marxisme considère que la répression de la pulsion est un mal. Et, mieux encore, que quand on réprime ces pulsions, eh bien, on profite au capitalisme. Et là, on retrouve le discours de mai 68. Sous les pavés la plage, il est interdit d'interdire, et le reste. Voilà, c'est ça le freudo-marxisme. Donc, autrement dit, quand vous libérez toutes vos pulsions, non seulement vous vous accomplissez pleinement, mais en même temps, vous luttez contre le capitalisme. Donc, c'est gagnant, c'est ça le freudo-marxisme. C'est délirant, d'ailleurs. Voilà. Et alors, on vous explique, avec des gens comme Marcus, que la démolition du capitalisme, eh bien, entraînera la disparition de toutes les névroses qui affaiblissent l'homme, qui détruisent l'homme. Voilà. Donc, le freudo-marxisme, c'est la libération de la pulsion de l'homme pour le rendre libre et puis le défaire de toutes ses chaînes. Et on retrouve encore quelque chose d'annexe à la déconstruction, mais là, c'est sous un aspect plus économique. C'est pour ça qu'on parle de freudo-marxisme. Puisque Freud parlait des pulsions humaines, et Marx analysait la société sous l'angle de l'économie. Voilà. Mais vous avez donc ce courant extrêmement important, quoi. Il y a eu aussi le malthusianisme, qui était... le malthusianisme, ça c'est encore autre chose. Ouais. Ça, c'est la crainte que la Terre ne pourra pas nourrir la planète, donc ça crée on s'auto-supprime. Ça crée un petit peu les craintes qu'on a aujourd'hui, en fait, on va dire écologique. Si on continue à exploiter la planète, en fait, on n'aura plus d'eau, donc on ne peut plus faire pousser de coton. On n'aura plus de coton, donc on ne pourra plus fabriquer de vêtements, et donc on sera tout nu. Et voilà, oui. Ouais, c'est vrai que c'est un autre courant destructeur un peu à sa manière. Et c'est pareil dans les concepts de la déconstruction. Vous avez par exemple, on détruit le concept d'analogie. Nous, quand vous prenez la philosophie grecque, vous prenez Platon, pour arriver au souverain bien, pour monter, on fait des comparaisons, par analogie. Ça nous aide à comprendre. Ça nous aide à comprendre. Et logos en grec, ça veut dire transport vers le haut. Bon, en haut. Bon, on s'élève. Eh bien, toutes ces choses-là disparaissent. Si vous supprimez ce processus de... Vous détruisez tous les signifiants stables. Alors bon, le processus, je vais dire, il a commencé il y a très longtemps. Il a commencé même chez des gens comme Jean Dunscott au XIIIe siècle, à partir du moment où il a parlé de l'univocité de l'étang. Alors, l'univocité de l'étang, c'est quoi? C'est-à-dire que tous les étangs se valent. L'étang, c'est ce qui existe, c'est ce que l'on voit. Hein. Et à partir de là, il n'y avait que, d'un côté, il en reconnaissait deux étangs, Dieu d'un côté et le reste du monde, qui détruisait toutes les hiérarchies entre les étangs. C'est pour ça que Dunscott a été critiqué et s'oppose en cela au thomisme. Bon, mais ça, ce sont des problèmes. Mais toutes ces choses-là préparent un terrain qui nous amène aujourd'hui à ce que finalement, on supprime tous les liens existants entre les étangs, entre les choses, que finalement, chacun peut se créer ses propres systèmes d'autoréférence, et qu'en plus, Derrida a introduit un autre concept à l'intérieur de cette univocité des étangs, des choses qui se valent, le principe de l'équivocité. Alors c'est quoi? L'équivocité, c'est quelque chose qui est équivoque. Quelque chose qui est équivoque, c'est quelque chose qui est indécidable. C'est quelque chose dont on ne peut pas savoir si c'est vrai, si c'est faux, si c'est blanc, si c'est noir, si c'est vert, si c'est jaune ou autre. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on ne peut plus se rattacher à quoi que ce soit, qu'il n'y a plus aucun point d'ancrage sur lequel on puisse mettre, toutes les choses se valent, chacun fait ses propres interprétations, et c'est comme ça que l'on dissout totalement toute pensée, tout ordre établi, toute manière de construire le monde. Ah oui, plus aucun principe. Voilà. Et voilà, le principe, tous les principes disparaissent. Il y a une racine une racine indo-européenne qui est la racine STE, S-T-E-H, enfin, de la manière dont
et qui signifie se tenir debout, élever, construire, et que l'on retrouve d'ailleurs dans des mots comme être, état, stabilité. On retrouve toujours cette racine. Et aujourd'hui, cet axe vertical hiérarchique qui ordonne le monde, eh bien, il est combattu, il est détruit par cette théorie de la déconstruction qui se traduit politiquement par la fameuse cancel culture. Il y a une autre traduction d'ailleurs de ces agissements de la cancel culture, c'est un peu aussi de faire des campagnes de diffamation de quelqu'un qui aurait dit un truc, un propos un peu douteux, machin, et après il est presque cloué au pilori sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'on le retrouve, quoi. Ah mais, là, je citais dans le dossier de février, oui. De février, bon, je citais l'histoire d'une directrice de société de relations publiques, Justine Sacco, ça remonte à 2013, avant de monter dans un avion pour se rendre de Londres à Soweto, en Afrique du Sud, elle fait sur son compte Twitter une blague en écrivant qu'elle n'attrapera pas le sida parce qu'elle est blanche. Mon Dieu, voilà. Eh bien, son compte n'avait que 170 abonnés, quasiment rien. Oui, donc elle pesait pas. Mais seulement, au moment de l'atterrissage en Afrique du Sud, à Pretoria, eh bien, sa vie était en ruine. Son employeur l'avait renvoyée. Elle était rejetée de partout, tout simplement parce qu'on avait repéré son mot et puis qu'on l'avait fait mousser. Oui, c'est ça, en interne, la vache. Et en plus, je veux dire, c'est même pas choquant. On sent ils utilisent même pas l'intention, mais à mon avis, elle s'amusait. Voilà. C'était une petite blagounette. Voilà. Une offensive. Et c'est aujourd'hui qu'il faut remarquer une chose, c'est qu'à travers tous les réseaux sociaux, on peut construire une vie ou la détruire totalement. C'est vrai, il faut faire attention. Et les réseaux sociaux, on voit bien, aujourd'hui, maintenant, ils se permettent tout. Alors, on critique en Chine qu'on interdit la parole à un tel, que les réseaux sociaux sont sous le contrôle de l'État. On se demande ce qu'ils leur reprochent aujourd'hui, oui. Et voilà. Mais il y a 10 ans, mais là, ils ne peuvent plus leur reprocher. Mais là, un pays comme la Chine, on peut en penser ce qu'on en veut, mais en général, ils ont une vision claire pour l'intérêt du pays. Oui. Bon. Le progrès, ça veut dire progrès économique dans leur langage, et on ne va pas leur mettre autre chose dans le crâne. Voilà, c'est ça. Bon. Mais là, ce sont des intérêts privés qui, selon leur propre lubie, interdisent de parole telle ou telle personne. Comme Trump, à qui on a coupé les micros. Et puis, ils créent aussi des espèces de vedettes qui seraient et des pas vedettes apparues. Qui n'existent. Greta Thunberg, elle a été créée largement par les réseaux sociaux. Oui, ça c'est du artificiel. Ouais. Je pensais sur cette destruction aussi, il y a un langage numérique qui sévit en politique. Maintenant, vous savez, la grande réinitialisation, on est dans l'informatique. Et il y a même aussi dans nombre de chaînes contre le Trumpisme, le populisme en général, ils parlent de déprogrammer les Trumpismes. Et c'est vraiment le terme qui emploie, un déprogrammer. Déprogrammer. On appuie sur le bouton, quoi. Vous n'êtes plus là. Voilà, oui. Donc les types sont déjà passés. Mais là, ce qui est terrible, vous avez des gens qui écrivent des choses qui sont absurdes. Vous avez un philosophe qui est monté en épingle aujourd'hui, et il ne peut que l'être d'ailleurs, si on peut dire, Giorgio Agamben. Je ne sais pas si vous dit quelque chose. Non, pas comme ça. Mais, alors, vous trouvez ça sur Internet, vous tapez https lundi.am et à la date du 25 janvier 2016. Mais c'est vers une théorie de la puissance destituante. Donc destituant, détruire, etc. Bon, il dit... Nous entendons amorcer une destruction pan par pan de tous les aspects de l'existence présente. Ces dernières années, nous avons assez prouvé qu'il se trouve pour cela des alliés en tout lieu. Ô combien. Il y a à ramener sur terre et reprendre en main tout ce à quoi nos vies sont suspendues et qui tend sans cesse à nous échapper. Ce que nous préparons, ce n'est pas une prise d'assaut, mais un mouvement de soustraction continue, de destruction attentive, douce et méthodique, de toute politique qui plane au-dessus du monde sensible. Autrement dit, il s'agit de tout détruire. Dans le temps, la politique consistait à construire la cité pour permettre aux générations à venir de se développer dans un cadre stable et autres. Aujourd'hui, la politique consiste à tout détruire. Et nous l'avons aujourd'hui avec les Macron et compagnie au pouvoir. Il s'agit de détruire tout ce qui a fait notre civilisation, tout ce qui fait le peuple français, tout ce qui fait notre culture. D'ailleurs, il l'a bien dit, il n'y a pas de culture en France. Oui, c'est bien c'est du négationnisme. Voilà, donc tous ces gens-là participent, je ne dirais pas d'une conspiration, c'est même pas une conspiration,
c'est un mouvement de folie, un mouvement satanique de destruction. Médiocre aussi. Oui. De médiocrité. Voilà. Et pour ceux qui ont quelque intelligence et qui participent à ça, eh bien, ils la mettent au service du mal, au service de l'ordre antinaturel. Voilà. Alors nous, que faisons-nous là-dedans? Il est extrêmement difficile si on peut dire, de résister. Il faut se préserver mentalement déjà. Il faut se préserver mentalement. Ah oui, déjà. Et puis ensuite, affirmer des vérités. Nous devons affirmer des vérités. Nous ne devons même pas discuter avec ces gens-là. Il n'y a aucune discussion possible. Nous devons affirmer, nous devons reconstruire, puisqu'ils détruisent, nous devons reconstruire notre système de pensée, où nous n'avons rien à inventer, mais nous avons simplement à le reformuler, peut-être à le restructurer, pour le rendre plus compréhensible aux gens d'aujourd'hui, l'actualiser, et avancer à marche forcée, et en gros, nous sommes les hoplites face aux hordes barbares qui veulent nous détruire. Et c'est comme ça que nous l'emporterons. Nous n'avons aucune concession à faire avec ces gens-là. Ils nous ont déclaré la guerre, ils veulent nous détruire. C'est à nous de nous battre, de nous organiser et de nous former mentalement, car le spirituel informe le matériel et permet seul de combattre toutes les forces qui existent dans le monde. Nous devons agir de cette manière pour pouvoir au moins aujourd'hui préserver ce qui existe et puis repartir à l'attaque à un moment donné, parce que de toute façon, ces gens-là, à force de tout détruire, ils sont... Ici la branche sur laquelle ils sont assis. Je me demande d'ailleurs comment ils vont pouvoir essayer de survivre à partir du moment où ils dépendent de tous les pucerons que nous sommes, de tous les gens que nous sommes, à partir du moment où ils nous auront assassinés, de le miel que nous produisons et qui les nourrit. Qui va le produire? Personne. C'est étrange cette volonté de production. Eux-mêmes sont pris d'une hubris d'autodestruction. C'est du cannibalisme en fait quelque part. Voilà. C'est du cannibalisme. Le cannibalisme politique. Et en plus, pour revenir à une racine indo-européenne, là aussi, Med qui donne médical et tout ça, dans la politique encore, on pensait, même chez les Indo-Européens, soigner la cité. On pensait soigner la cité. Oui. En quelque sorte, le politicien, ça doit être un docteur pour sa nation. Donc, il y a une sorte d'analogie. En gros, le politicien, il doit s'efforcer d'assurer la santé à sa nation pour qu'elle ne tombe pas malade. Et si la nation tombe malade, c'est que le politicien était mauvais. Tandis qu'aujourd'hui, non, c'est différent. On considère que vous êtes malade, donc on vous soigne. Là, on est encore dans l'ère Covid. Voilà. Non, mais ce problème-là, est peut-être un petit peu ardu, un petit peu aride, si l'on peut dire, mais il est fondamental que nous prenions conscience de ça. Il y a quelques concepts philosophiques peut-être un peu compliqués, vous avez dit, mais en soi, la déclaration de guerre est assez claire. Oui. Voilà. C'est quand même très visible. Mais il est important que, même si les concepts sont un peu compliqués, il est important que chacun d'entre nous prenne la peine de faire un minimum d'efforts intellectuels pour comprendre ces gens-là, leur mécanique, et puis s'en défendre. Surtout que ça prend de l'ampleur, comme on disait, et puis ça a commencé dans les universités plutôt, mais ça déborde, maintenant ça vient dans le champ médiatique. Oui, on le voit partout. Politique, Joe Biden, oui, typiquement... Joe Biden, il va développer, lui, aujourd'hui, c'est la porte ouverte à la déréliction en tout genre et à la destruction, à l'atomisation de l'homme blanc. Voilà, d'ailleurs, on voit bien, il est prêt à ouvrir toutes les frontières. Il signe des lois autorisant les transgenres à participer. Il en a un dans son gouvernement, d'ailleurs. Oui. Alors, au lieu de prier pour ces pauvres gens, non, on en fait la promotion, quoi. Oui. Alors, oui, c'est un peu réactionnaire ce que vous dites. Ah mais non, mais je suis parfaitement réactionnaire, parfaitement en réaction contre les forces de destruction. Voilà. Ça, on comprend bien. Donc oui, la politique Joe Biden, c'est un aboutissement. Et puis d'ailleurs, on a tendance à remarquer, comme on dit, on a un vrai problème avec l'homme occidental, dans le sens où il est malade mentalement et c'est pour ça qu'il se défend pas et qu'il contribue à ce genre de choses, voire qu'il en est l'instigateur. Oui. Parce que même en France, je trouve que les banlieues ethniques s'en fichent un petit peu de ces sujets-là. Ouais. La haine à la limite, peut-être il y a 20 ans, la haine de Le Pen, de ça machin, marchait encore. ça s'est perdu. C'est un petit peu le braqueur là, de Bernard Tapie qui a dit ce temps-là est mort. Oui. Voilà, c'est vrai que c'est un peu fini, c'est un truc de blanc bourgeois un peu quand même. Oui. Même eux,
la question Trump ou Biden n'est pas vraiment une question. Pas seulement de blancs bourgeois, de blancs populos aussi, parce que tu sais, dans les masses de gauche, dans les petits, chez les petits, enfin les ouvriers de base, etc. C'est encore un sujet qui tient une place énorme. Hein. Tu sais, en fait, ils préfèrent continuer à porter un masque, marcher à genoux et prendre un vaccin par an que d'entendre parler en fait d'intégrité territoriale. Oui, c'est vrai. Là, ça devient un peu trop compliqué pour. Et je peux en placer une petite peut-être. Qui pourrait nous... Moi, je l'ai entendu, c'est une déclaration d'Emmanuel Macron qui a dit que pour son prochain mandat, il serait le président de l'austérité. Je dis ça évidemment pour nos auditeurs. Là, c'est la destruction en matière économique. Du coup. Non, mais surtout, cet homme est la persuadé, et moi je le suis aussi. Hein. En fait, 1 an ou 2 ans après le début de son mandat, j'ai dit ce type sera réélu et fera un 2e mandat. Et non, mais là je vous prends à partir. Il fera un 2e mandat et effectivement, comme il le dit, il sera le président de l'austérité. Alors qu'est-ce que ça va être? Parce que là, il vient de nous faire un quinquennat sublime. Qu'est-ce que ça va être l'austérité? Puis en plus, là, pour l'instant, en Russie, quand on est artisan, commerçant, restaurateur, on le ressent quand même bien. Mais c'est vrai que ça n'a pas trop bougé. Voilà, on est toujours aux 35 heures, on a toujours 5 semaines de congé pour le salariat. Le salariat est encore préservé, en fait. Oui. Et là, par contre, les salaires risquent de prendre un coup. Enfin, on sait pas trop le problème, c'est qu'ensuite, il y a dans les cartons l'idée de créer ce fameux revenu minimum universel, là, ce revenu universel, mais qui se fera en contrepartie que les gens aliéneront leur patrimoine. Moi, je pense que le revenu universel, c'est l'esclavagisme universel. Voilà. Oui, c'est sûr. Il sera à 1000. Il est fixé à 1200 pour l'Allemagne, c'est-à-dire que l'Espagne, ce sera à 1000. Mais mais si tout le monde a 1000 € dans la poche au début du mois, la baguette de pain, elle vaut combien en fait concrètement? Tu vois, si tu donnes 1000 € à 485 millions de personnes, parce que c'est ce qu'on est à peu près sur la zone euro, quoi. Si tu donnes 1000 € à chaque personne, mais qu'est-ce qui se passe avec l'économie? L'économie va complètement se... Mais alors, le problème, c'est aussi un problème ontologique, c'est-à-dire que l'homme ne se réalise que par une activité. Si vous lui supprimez toute activité de travail ou autre, que va-t-il faire? Il va passer sa journée devant la télévision, à se droguer, à boire je ne sais quoi. Non, pas boire de pastis parce que ça va pas, mais boire toutes les saloperies qu'on peut trouver dans les supermarchés. Voilà. Non, mais c'est un grave problème de civilisation. Mais d'un point de vue économique, le problème se pose aussi. C'est qu'avec la robotisation massive qui se prépare, il va y avoir énormément de chômeurs, il va y avoir des problèmes de reconversion. Dans le domaine manuel. Il va y avoir il y a un énorme problème qui se pose. Mais aujourd'hui, et c'est pas toujours, mais d'ailleurs, on sait très bien que des études qui datent des années 2000 disaient qu'avec 15-20% de la population active mondiale, on faisait marcher l'économie. Oui, les 80% d'autres, vous en faites quoi? Soit on les tue, soit ils sont au chômage éternel. Soit on les tue, c'est pour ça que vous avez Bill Gates qui dit qu'il faut réduire l'humanité à 500 millions de personnes. Non, mais là, il se pose des problèmes graves, et à partir du moment où les gens n'ont plus de repères spirituels, n'ont plus de fondements spirituels sur lesquels se reposer, eh bien, tout part à la dérive. Alors nous, à notre place, nous devons faire ce que nous pouvons et essayer d'être des points de repère, des pôles d'ancrage, quoi qu'il nous en coûte. C'est bien de donner quelques solutions d'ailleurs, parce que c'est toujours ce que vous faites, c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai que faire que de la critique systématique, c'est pas producteur, c'est destructeur, un peu comme eux d'ailleurs. Donc on va essayer de faire mieux. Et puis il faut réhabiliter la raison, mais la raison réfléchie, la raison posée. Pas la raison qui s'auto-justifie. La raison liée à l'étude des phénomènes, à l'étude de l'expérience, et puis... en gros, la raison aristotélicienne et thomiste. Et aujourd'hui, je pourrais même donner, si l'on peut dire, des pistes de réflexion, c'est pour moi qui trouverais... je pense pas que j'aurai le temps de faire quelque chose là-dessus, mais la philosophie, aujourd'hui, il faudrait peut-être faire attention à des philosophes... qui ont développé d'autres systèmes des systèmes philosophiques. Vous avez les systèmes philosophiques aristotéliciens, vous avez le système kantien, le système hegelien, il y a le système du dogmatisme mis en place, créé par un philosophe roumain, Lucian Blaga,
qui est né en 1891, qui est mort en 1965, qui est complètement ignoré, complètement oublié, et qui a fait tout un système de philosophie dogmatique. Alors on va dire le dogme, c'est la base de l'Église et autres. Mais son système, il explique que c'est une formulation intellectuelle qui permet de rationaliser une question en tenant compte à la fois de la part de mystère, de la part d'intelligible, sans pour autant occulter le mystère et le transformer en quelque chose d'incompréhensible, comme avec le noumen de Kant. Et alors, bon, je cite juste un passage de son livre Léon dogmatique, des années 50. Le dogmatisme est une formulation intellectuelle à même de fixer et d'articuler le mystère métaphysique en tant que tel, sans le rationaliser, et sans pour autant cultiver son obscurité incompréhensible, ni renoncer à la connaissance. Au contraire, le refus de rationaliser le mystère inséparable du monde s'accompagne en contrepartie d'une exigence d'explication de ce mystère. Bien qu'il suppose une renonciation à l'intellect, il ne faut jamais oublier que le dogme est toujours formulé au plan de l'intelligible et permet de comprendre cet intelligible et de le développer rationnellement. Bon. Il y a des pistes de reconstruction de la pensée à travers des penseurs ignorés, à mon avis. Ce sont des pistes que nos philosophes, malheureusement dans notre famille de pensée, et bon, il n'y en a pas énormément, mais ce sont des pistes de réflexion qu'il faut reprendre, qu'il faut approfondir. Quand vous parlez de solutions, de pistes, il faut aussi reconstruire un système philosophique, répondre par certains côtés à nos ennemis tout en ne discutant pas avec eux, mais en reconstruisant quelque chose qui est à notre tour un rouleau compresseur. Mais nous sommes dans l'enfance de ce travail. Et alors, beaucoup de nos amis qui reprennent le thomisme et qui l'assènent du jour au lendemain, sur le fond, le thomisme est inébranlable et solide, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est, dans la formulation où il est incompréhensible à la plupart des gens et n'est pas en mesure de renverser la vapeur, si je puis dire. Et si c'était en mesure de renverser la vapeur, on s'en serait déjà rendu compte, je pense. Donc il y a tout un travail de remise en état des choses, comme avait fait saint Thomas à son époque. Il avait utilisé l'aristotélisme pour justement répondre à toutes les objections contre le christianisme qui existaient à l'époque, notamment l'avéroïsme. Et ce travail fondamental de reconstruction de la pensée, qui est obligé de se faire à chaque époque, eh bien, aujourd'hui, nous sommes au pied du mur, et c'est ce gros travail qu'il y a à faire. D'où le principe d'actualisation, comme vous disiez, donc on peut dire néo-thomisme, comme on dit néo-fascisme, voilà. Tout ça. Voilà, mais le néo-thomisme, c'est encore autre chose. Mais là, il y a tout un travail de base à faire, alors je sais que je vais peut-être prêcher dans le désert, je ne sais pas, mais il faut le dire, il faut lancer des bouteilles à la mer, et puis à un moment ou un autre, quelqu'un les récupérera. Nous-mêmes d'ailleurs, on va essayer de les récupérer. Tant qu'on y est. Et alors ce phénomène, bon, on va bientôt conclure, mais ce phénomène de wokisme, en plus, s'établit bien aux États-Unis à un moment où les Blancs sont limite en passe d'être mis en minorité, ou du moins représentés moins 50% de la population à l'échelle de tous les États. Et il y a certains États où d'ailleurs les Blancs sont même pas majoritaires, ils sont 30%. Les Blancs, oui, notamment dans les États du Sud américains. Oui. C'est la revanche, disons, du Mexique sur les Anglo-Saxons, sur les Yankees. Avec l'immigration. Voilà, mais il est sûr que au fond de tout, la démographie est tout. La démographie est tout. C'est la démographie qui explique les grands mouvements de l'histoire. Si la démographie d'un monde s'effondre, eh bien, il perd la main dans l'histoire. Si la France a été extrêmement puissante à travers l'Europe et a imposé sa volonté à l'Europe pendant des siècles, c'est tout simplement parce que c'était le géant démographique de l'Europe. Pourquoi le monde occidental s'est imposé à l'ensemble de la planète? C'est qu'en 1900, il représentait le quart de la population mondiale. En plus de son savoir technique. Donc, et aujourd'hui, cela est en train de disparaître.
eh bien, progressivement, nous perdons notre influence. Mais je le répète, nous perdons notre influence parce que déjà nous sommes en crise spirituelle et la crise spirituelle nous enlève notre force de vie qui se traduit par une résultante qui est la disparition de la démographie. Et puis, d'autres crises en fait. Et d'autres crises, voilà. D'autres crises, dont la démographie, oui. Et cette cancel culture même peut se révéler très agressive vis-à-vis d'un fils d'immigré qui serait plus ou moins assimilé, ou encore d'une femme, par exemple, qui considère le mariage traditionnel vu comme soumise, etc. Ah mais bien sûr, oui, mais tout ce qui est stable, tout ce qui correspond à un ordre dans la société, à un ordre en plus qui avait fait ses preuves par le passé, est quelque chose qui doit être détruit, qui doit être combattu, qui doit être annihilé. Donc autrement dit, effectivement, alors le pire, c'est comme on dit, c'est l'homme blanc, mâle, hétérosexuel, c'est ça. Fidèle à sa femme, là c'est l'hommable. C'est amusant, c'est la preuve que vous vous intéressez à ces sujets d'ailleurs, parce que nous encore, moi c'est une génération où on le prend en pleine tête. On sait que ça existait. Vous connaissez, mais parce que vous vous renseignez un minimum, quoi. Sinon, les autres sont un peu dépassés. Même le féminisme aujourd'hui est très homosexualiste, voire porté par des lesbiennes en France. Bien sûr, oui. Alors que celui des années 80, c'était pas ça. Oui. Non, c'était pas du tout ça. Donc ça a quand même bien changé. Et ceux qui n'ont pas vu le tournant, mais au fur et à mesure, pour prendre la philosophie hegelienne, si on veut dire, un concept se développe par des oppositions successives, et à force de se développer, il finit par se dénaturer complètement, enfin, ou par aboutir complètement à ce qu'il était en lui-même. Il se révèle en se développant. Et aujourd'hui, le féminisme contenait à l'origine l'idée effectivement, d'affirmation de la femme, mais d'un autre côté, c'était une remise en cause de l'ordre établi. Et à partir de ce moment-là, vous dépassez à chaque fois les bornes qui paraissaient sensées au départ, et vous arrivez aujourd'hui à l'inversion totale des choses. En plus, on délire beaucoup sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'on préférait sans doute les valeurs viriles pour la politique et ce genre de choses, mais encore, à l'échelle d'un foyer, c'était plutôt la tyrannie des femmes, entre guillemets. Donc, De toute façon, le rôle de la femme, il est incarné par personne d'autre mieux que la Sainte Vierge. La Sainte Vierge n'intervient pas, n'agit pas, mais elle conseille. Elle dit ceci, elle dit cela. C'est le conseil discret. Voilà. Elle dit à Jésus, elle dit par exemple au moment des noces de Cana, elle lui dit, ces gens n'ont plus de vin. Elle lui dit pas, fils, fais du vin. Les gens n'ont plus de vin. Elle conseille, elle présente la situation. C'est bien dit, et puis on le fait. Mais peut-être. Mais elle présente les choses. Voilà. Au pied de la croix se tenait la mère. Stabat Mater. Au pied de la croix se tenait. Elle était là. Alors que le fils était en train de mourir sur la croix, elle était debout au pied. Elle était là. C'était elle le principe qui faisait marcher. Mais elle ne faisait pas de bruit, elle ne disait rien. Mais seulement sans elle, les choses ne fonctionnaient pas, enfin n'existaient pas. C'est elle qui a été, disons, le ciment de la communauté des apôtres, en un sens, au moment de la résurrection. Plus le ciment de l'Église. Comment ? Plus le ciment de l'Église. Plus le ciment de l'Église. Et pourtant, apparemment, elle ne fait rien. Et pourtant, elle est tout. Donc voilà. Donc, ça paraît paradoxal, mais... Et voilà. Quelle meilleure réponse à la place de la femme que la théologie mariale. C'est vrai, bien trouvé. Et il y a un sujet, mais c'est vrai que celui-ci, pour le coup, vous n'avez pas trop étudié, c'est sur le privilège blanc. Et c'était déjà un peu avant la cancel culture, et c'est similaire en fait, ça avait déjà commencé. Et c'était porté plus par des juifs, là pour le coup, de manière assez visible. Et dès qu'un nationaliste américain leur reprochait mais vous savez ce que c'est que le privilège juif, tout de suite il répondait plus. Là, parce qu'en termes de proportion, ils sont quand même mieux placés dans la société américaine si on fait des pourcentages, disons. Ah bah évidemment. Donc voilà, sur le privilège blanc, il y a souvent une rhétorique qui consiste à les renvoyer tout de suite, parce que... Mais c'est un peu pareil, hein. C'est très conspirationniste, cette thèse de privilège blanc, puisque là, le mâle blanc domine tout, en fait. Voilà. C'est un peu un complot juif inversé.
Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et c'est juste l'idée de dire, quand on est blanc, on est forcément favorisé, Ouais. donc c'est pas bien, donc il faut essayer Bien sûr. par la discrimination La positive. oui, voilà, de- oui. Et dans les États américains où il y a 30% de blancs, comme je disais, la discrimination positive, elle n'est pas inversée. Les blancs sont minoritaires, Les blancs mais sont- par contre, on garde la tête sous l'eau, On garde la tête, il n'y a voilà. pas de problème. Ouais, c'est quand même pas mal ça. Et toujours après, tous les notions d'oppression, de machin. Oui, non, mais de toute façon, mais le blanc aujourd'hui est quelqu'un qui ne cesse de battre sa coulpe. Bon, le jour où il aura compris qu'il faut arrêter, qu'il faut arrêter de reculer, on est là, on ne bouge pas, on s'installe dans la tranchée, on commence à combattre et puis on pense à la reconquête, là les choses seront gagnées. Oui, ce sera. Là, pour le coup, c'est vrai que si massivement d'un seul coup tous les blancs pensent comme ça, Je ne ce doute, sera un renversement de table. je ne doute pas que ça arrive. J'espère Je que doute- ça arrive du fond du cœur, en tout cas. Je ne doute pas que ça arrive parce qu'il y a tellement de problèmes dans la société qu'à un moment ou à un autre, 2000 ans de civilisation, même 3000 ans si on remonte aux origines des premiers peuples européens installés en Europe, que ça ne bouge pas. 3000 ans d'histoire ne vont pas se laisser écraser par 150 ans, 200 ans de dérive. Hein. Ouais, là, on a eu même un bon demi-siècle bien, Ouais. bien violent. Et là, oui, mais le phénomène s'accélère. C'est ça. Et donc, voilà, on arrive à cancel culture. Voilà. Le wokisme. Très bien. Donc on peut terminer en recommandant la revue, histoire d'inciter les gens un peu à s'abonner, à contacter la revue, pourquoi pas, à faire la proposition d'articles. Et à faire des propositions Ça d'articles à existe militants. encore, c'est encore Alors, possible. nous avons notre site internet, revue-militant.fr. Vous pouvez nous écrire aussi à Revue Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris, CEDEX 10. Pour les personnes qui veulent s'abonner, il y a un abonnement d'essai renouvelable une fois, 6 mois, 25 €. Un abonnement normal, 59 €. Renforcé, 82 €. Et puis après, autant que l'on veut, si l'on veut soutenir notre revue. Des revues comme les nôtres deviennent de moins en moins nombreuses. Souffre évidemment d'une crise du lectorat, comme partout, et toute personne qui peut nous soutenir, qui peut collaborer à notre revue, qui peut y contribuer par ses écrits, renforce notre combat, et c'est essentiel. C'est à travers des revues comme Militant, qui est dans sa 53e année, que notre combat pourra continuer, car il y a bien sûr Internet, il y a toutes ces choses-là, mais si nous n'avons pas l'écrit, si nous n'avons pas du tangible matériel, si on veut dire, eh bien les paroles s'envolent, les écrits restent, et il nous faut des revues que nous pouvons consulter, des articles que nous pouvons reprendre, et l'écrit est indispensable, et quoi qu'il en arrive, l'écrit restera. Donc, voilà, c'est un acte effectivement militant que de soutenir notre revue et de s'abonner. Voilà. Très bien. Et merci à vous, et puis au prochain numéro. Merci Florian. Si Dieu le veut. Merci Jean pour votre assistance. Oui. À bientôt. À bientôt. À bientôt.